cette quatrième conférence du cycle de conférences PUHR. Donc l'idée, c'est d'en faire régulièrement sur différents thèmes que l'association a envie de porter et a envie de mettre en lumière. Et donc en particulier, aujourd'hui, il y a Michael Moore, qui est hydroécomorphologue. Donc ça fait un paquet de sciences dans tout ça. Et qui travaille en particulier à la GEMAPI du Guiers-III-Queyras, donc dans les Hautes-Alpes, sur la thématique en particulier sur la thématique de la gestion du bois mort en rivière. Donc c'est une thématique qui regroupe pas mal comme je disais, pas mal de sciences, pas mal de sujets. Et donc Michael, il anime depuis cette année, depuis l'année dernière, des formations à ce sujet. Et donc je lui ai proposé de venir nous parler plus en détail et prendre le temps de parler plus en détail de cette question. Voilà, est-ce que c'est bon pour toi, Michael? Oui, c'est bon, Top. merci. Je vais partager mon écran alors, c'est Oui. ça? Ouais, je crois qu'on ne te voit pas, par contre, la caméra qui est coupée, si tu as envie de de Ah l'allumer. oui, merci. Ouais. Top. Super. Voilà, et ben écoute, je te laisse la parole, c'est tout bon pour moi. Allez, très bien, merci Judith. Et puis, merci à l'association Pure pour cette invitation et pour tout le beau travail que vous faites pour avancer nos idées, nos perceptions, nos techniques et nos connaissances de la gestion de nos bassins versants. Euh, et merci à vous tous d'être présents. Comme elle avait dit Judith, je présente d'ici dans les Hautes-Alpes, dans le Guiers-Trois-Queyras, en fait, en haut du bassin de la Durance, et notamment dans le bassin du Guil. Euh, je suis là depuis 6 ans en France, mais je suis d'origine américaine. Je travaillais pour une dizaine d'années avant d'arriver en France en bureau d'études aux États-Unis, à Portland, en Oregon, dans le nord-ouest des États-Unis, un pays de saumon, où en fait, par la présence de cette espèce par appui, il y a depuis quelques décennies maintenant des pratiques qui se sont développées de l'utilisation du gros bois dans les projets de restauration. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler presque exclusivement sur ces projets du côté conception autant que du côté réalisation et construction. Donc, en arrivant en France, je travaille avec et je croise pas mal de passionnés qui s'intéressent beaucoup à ce sujet. Et puis, en fait, dans lequel on a de la place à évoluer et à prendre les choses, faire avancer ces techniques. Euh, voilà, donc je vais juste vous donner un peu une petite introduction là pour dire qu'au début, on va parler de l'influence du bois en rivière. Par la suite, l'influence de l'homme sur le bois en rivière et donc sur les cours d'eau. Et alors, où aller d'ici, en fait, là où on est aujourd'hui avec l'état des lieux et puis les techniques qui se proposent. Et puis, on va parler un peu de quelques exemples de projets, de matériaux, de méthodologies de fixation, etc. Alors, voilà, enfin, on commence avec le bois mort. Le bois mort terrestre, en fait, étant des animaux terrestres, en fait, beaucoup d'entre nous avons pu observer de nos propres yeux et puis avec nos propres mains l'évolution, l'influence du bois mort en forêt. Un exemple d'une photo là que j'ai pris ici dans les Hautes-Alpes où on arrive à voir du bois qui est mort, mais en fait, au même temps, qui est très vivant, en fait, qui permet une structure, une alimentation,
du refuge pour maintes nombre d'espèces entre la flore, la faune et bien sûr la fonge. Alors, ces phénomènes sont assez connus par l'observation parce que on est beaucoup moins actif à enlever le bois en forêt qu'on est en rivière. Et puis, en fait, ces techniques sont bien documentées. Et donc, là, c'est un exemple juste que vous allez voir au cours de la présentation où je mets pas mal de ressources pour vous permettre approfondir sur certains sujets. Donc là, ça commence avec le poids terrestre, mais de temps en temps, je vais repasser sur des diapos où vous pouvez peut-être, pour ceux qui souhaitent, revenir derrière et puis approfondir, chercher des ressources sur ces différents sujets. Parce que si on avait 2, 3 jours, on pourrait parler de tout, mais on n'a que 30, 40 minutes. Donc, alors, le bois mort en rivière, il est aussi bien documenté. Alors, peut-être moins connu parce que une bonne partie de la documentation a été produite aux États-Unis. Je veux quand même vous présenter cette ressource-là qui est sortie en 2022 qui a bien avancé la discussion et nous permet justement de poser les bonnes questions d'avoir une analyse beaucoup plus rigoureuse sur le sujet. Et donc, je vous propose d'aller voir ce ressource de l'INRAE et du ISL qu'on va revoir un peu plus tard aussi. Mais voilà, en fait, là, c'est juste une liste c'est une bibliographie d'un document produit par le Washington Department of Forestry en 2004, qui liste une cinquantaine de sources qui prédatent 2004. Donc, on voit que en fait, ça va jusque des années 80, donc qui dit que là, en fait, maintenant, euh, une bonne quarantaine d'années, ces recherches ont bien avancé et que la littérature évolue depuis. Alors, c'est quoi le bois en rivière et qu'est-ce que ça donne dans un état naturel? Donc là, c'est un exemple, une photo en Alaska où on voit ce qui peut être une rivière où il n'y a pas d'intervention depuis le temps immémorable. Le bois et puis le sédiment, la rivière a pu évoluer naturellement. Alors, ce qui est dans cette photo, ce qui est important à voir, en fait, et très intéressant, c'est que on peut regarder, on peut voir plein de détails de ce qui est, en fait, le fait que le bois est partout. En fait, il est pas juste dans les berges, mais il constitue les berges. Il est dans le lit. Et puis, si on écoute la rivière, elle nous raconte une histoire, en fait, une évolution dynamique dans le temps du mouvement toujours actif. Parce que, euh, voilà, en fait, la rivière, c'est vivant, c'est des processus qui interagissent et qui sont toujours en train de changer s'adapter. Et donc, le bois aussi, l'accumulation du bois et son évolution est un processus. Donc, je vous invite de toujours se rappeler de ça au cours de la présentation qu'il y a du mouvement au cours du temps. Donc ici, dans la photo, on voit il y a des gros troncs, il y a des moyens troncs et des petits troncs bien incrustés dans la berge. Il y a de la mousse, peut-être des champignons et des plantes qui poussent dessus, et même des arbres qui poussent sur le bois mort, sur les berges. On a aussi les tout petits formes de racines là dans l'avant et puis derrière, on a des formes très complexes, très variées, de tous les tailles, de tous les âges, qui nous dit qu'au fur et à mesure, avec le temps, le bois a poussé, a tombé, a repoussé,
c'est réorienter, accumuler, peut-être encore se dissimuler. Et puis, au fur et à mesure, on voit qu'en fait, il y a beaucoup d'intérêt et de valeur dans le dynamique fluvial que le bois apporte et en fait dans lequel il est essentiel. Alors, je vous présente un peu, voilà, un schéma qui va expliquer que, quelques avantages que le bois apporte pour le milieu et pour l'homme. Donc en fait, on a nos petites amies Pépé le poisson là à côté qui est présent pour donner son avis. Et puis bien sûr les enfants, les humains aussi qui sont contents de voir le système bien marcher, d'être en bon état de fonction. Euh, Parce que en fait, ça nous apporte à nous des avantages. Donc, c'est ce qui est listé ici, réduire l'impact d'inondation, soutenir la végétation épicylve, former des mouilles profonds d'eau plus fraîche, offrir du refuge pour les espèces aquatiques contre les prédateurs et contre aussi les crues, hein, les débits de crues. Et puis, le bois aussi va permettre de recruter encore plus de bois dans cette question de cycle et de processus. Donc, une chose qu'on voit, qu'on peut imaginer et puis même observer quand on voit le bois en rivière, c'est que ça diversifie les écoulements. En fait, à la place d'avoir une autoroute qui achemine efficacement l'eau, on a des débits de plus gros, des tout plus petits, et même tout en bas, on voit des débits qui sont plus des tourbillonnés, plus. Enfin, je vais juste prendre le marqueur. Ah, je ne le trouve pas. Voilà, mais de toute façon, on voit qu'il y a une variété d'hydraulique, de régime hydraulique, même un flux entre le lit de la rivière et puis la zone hyporheique, là, en souterrain. Et, euh, et cette variation contribue justement à tous les différents avantages qui sont listés. Et puis a une influence sur la forme et la morphologie du système. Alors, un avantage qui rend Pépé très content, c'est que ça permet aussi aux espèces aquatiques d'avoir une mobilité plus libre dans le système. Sur une rivière qui est très simple, où les vélocités hydrauliques sont bien actives et concentrées, les espèces n'arrivent pas à se déplacer, mais avec une variabilité hydraulique comme ça, ils peuvent aller se cacher derrière le bois, peut-être mettre dans un bras annexe, et puis au fur et à mesure avoir accès à tout le système. Alors, comme j'avais dit, enfin, le bois en rivière et son accumulation, c'est un processus, il y a du mouvement. Donc, il y a toujours le bois qui va arriver d'un amont, ce qui va partir et puis peut-être se rejoindre en aval dans le système. Et voilà, enfin, un cours d'eau qui a du bois dedans va avoir un comportement du bois qui est différent qu'un cours d'eau qui est une autoroute, en fait, où en crue, tout se lève et puis tout part et tout accumule dans un seul endroit. Donc, cette complexité même d'interaction entre les différents bouts de bois est très importante par rapport à ce qui peut apporter. Et puis, bien sûr, le recrutement d'encore plus de bois fait partie de ce processus. Alors, donc, il est très content de voir ça, Pépé. Et puis, l'humain aussi peut être content par rapport aux solutions qui sont fondées sur la nature, là, qui nous apportent des avantages. Et puis aussi, ce qui est un avantage pour les humains, c'est que ça laisse l'eau s'épandre et puis de rentrer plus dans la terre, d'être retenue dans le système localement. Alors, on parle dans le monde c'est ce qu'on appelle la régénération basée sur les processus. On parle comme on parle des espèces clés de voûte, on peut aussi parler des processus clés de voûte.
Et en fait, l'accumulation du bois en rivière est notée comme euh, un processus clé de voûte sur lequel il y a plein d'autres processus qui en dépendent. Donc, ces schémas-là, en fait, proposent un liste qui est pas du tout, qui ne liste pas tout, mais qui donne des idées sur la géologie, l'hydrologie, l'hydraulique et la biologie des processus qui sont actifs quand le bois est présent sur une échelle entre les millimètres jusqu'à des centaines de mètres. Donc, en géologie, en fait, le bois va aider à trier des sédiments à plus grande échelle, de créer des méandres. Pour l'hydrologie, il y aura des échanges hyporéiques, enfin, comme j'avais déjà évoqué, une recherche des nappes et une diversification des différents régimes hydrauliques. Et puis, pour la biologie, pour les espèces aquatiques et terrestres, il y a plein de niches qui forment à toutes les échelles et du refuge, la mobilité, voilà. Donc, ces processus-là, alors, donc, pourraient être considérés des processus clavaux, enfin, tous entremêlés, tous dépendants de l'autre pour avoir une structure et un bon fonctionnement. Alors, je vous laisse quelques ressources ici sur le concept justement de la régénération fondée sur les processus. Il y a des publications qui ont sorti avec le soutien de l'association ARA, qui ont sorti là un guide technique de poche là, qui est sorti juste il y a 2, 3 semaines, qui est une adaptation en français d'un guide en anglais. Et puis le livre de Baptiste Morisot qui nous donne une perspective un peu plus sur de côté philosophique. Donc, il y a aussi un lien pour une présentation de Baptiste Morisot qu'il a donné là, il y a 2, 3 semaines maintenant sur une conférence avec l'association ARA. Alors, aujourd'hui, on ne voit pas autant que ça. C'est ce qu'on a déjà vu, enfin, des systèmes en bon état de fonctionnement. Parce qu'il y a une longue histoire d'intervention où l'homme, avec ses tendances de vouloir intervenir et souvent faire propre, mais surtout de bien habiter en confort, en fait, est venu depuis des siècles, voire peut-être des millénaires en Europe, de venir chercher du bois en rivière parce que l'accès était plus facile, parce que ils avaient besoin de se chauffer, de s'abriter. Et donc, en fait, le bois a été extrait, évacué systématiquement des rivières, pas que pour les raisons domestiques, mais aussi pour les raisons industrielles. Euh, Comme je disais, le bois en rivière était beaucoup plus facile à accéder. Donc, c'était le premier à se faire extrait. Et puis, par la suite, bien sûr, il y a des histoires de méthodologie pour utiliser la rivière, pour transiter, pour acheminer tout ce bois qui est récolté, parce que à un moment, bien sûr, ils allaient chercher sur les pentes et sur le bassin entier pour, euh, pour fournir du bois pour les besoins. Là, c'est un exemple, une étude très intéressante dans le Morvan, en Bourgogne, euh, qui démontre en fait ces méthodes et puis l'impact écologique que ça a eu de flottage de bois du Morvan jusqu'à Paris pour le chauffage. Et donc, en fait, cette fourniture de bois a eu énormément d'impact dans lequel, en fait, ils ont rectifié, ils ont curé, ils ont nettoyé les cours d'eau pour qu'il y ait un acheminement efficace de ces bois. Et puis, avec les chocs sur les berges, et puis des courants concentrés, en fait, ça a créé l'incision des cours d'eau et en fait, a curé tous les sédiments fins historiques. Et donc, encore, il y a une ressource là si vous voulez aller approfondir ce sujet. Et puis, cette histoire continue aujourd'hui. La loi en France même exige que le propriétaire riverain fait un entretien régulier.
Là, c'est le texte actuel qui date de 2006, la même année que la loi sur l'eau, où en fait, il y a quand même des idées intéressantes et des bonnes intentions. Il parle d'un profil d'équilibre, l'écoulement naturel des eaux et que cet entretien doit contribuer à son bon état écologique ou bien à son bon potentiel écologique. Donc, je crois que Pépé, il peut être content de ses idées. Par contre, par la suite, il parle notamment de l'enlèvement d'embâcles, de débris atterrissement, flottants ou non, par l'élagage de la végétation des rives. Alors, je crois que ça met Pépé un peu en pause et lui pose pas mal de questions. Et puis, c'est vrai que ça laisse pas mal de la place pour l'interprétation. En fait, une chose sur laquelle je suis chargé ici à la Comcom, c'est l'entretien des cours d'eau. J'ai des travaux d'entretien. Et donc, en fait, souvent, je suis mené à pas dire qu'est-ce qu'il y a à couper, mais plutôt à dire non, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas à couper? Qu'est-ce qu'on peut laisser dans les cours d'eau? Alors, une bonne nouvelle, c'est que cette loi a évolué. En 2000, le texte était à peu près pareil, mais en fait, la différence, c'est qu'il parlait du curage régulier à la place de l'entretien. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait une réflexion amenée à ce texte et comment ça peut être interprété aux intentions. Et puis peut-être il serait un bon moment maintenant que ça fait 20 ans que ce texte n'a pas été revu. Peut-être c'est le moment de réexaminer ses intentions. Alors, ça nous apporte à un état où en fait, avant, on était peut-être historiquement en bon état de fonctionnement et aujourd'hui, on est dans un état beaucoup moins structuré, en moins bon état. Cette ossature du système qui manque, en fait, c'est comme une maison qui n'a pas d'ossature, où il y a d'autres matériaux, enfin, les fenêtres ou bien les différentes parties de la maison peuvent faire semblance d'une structuration qui permet d'y habiter, de se réfugier, de s'alimenter et puis de nous protéger mais que finalement, nos rivières sont vraiment en très très mauvais état, en manque de cette ossature. Alors, et ce qui est encore pire, c'est que nos pratiques d'entretien visent à maintenir cet état de dégradation. En fait, ça nous aussi renforce la perception qu'une rivière propre est une rivière saine, qu'on entend pas mal en fait par les riverains, et ça nous prive d'une connaissance du fonctionnement réel d'un cours d'eau qui est en bon état. Alors, comment on pourrait peut-être revenir en arrière? Comment on peut restaurer, régénérer ces systèmes? Alors, c'est pas évident, mais dans la réalité, en fait, ce qui manque et ce qui est difficile, même si on laissait le bois évoluer naturellement, on arrêtait d'intervenir aujourd'hui, ce qui va prendre des centaines et des siècles à se remettre en état, c'est que ces bois qui sont bien intégrés dans le lit et dans les berges, qui ont une variété d'âge, une complexité qui s'installe vraiment que par la nature. Et donc, c'est-à-dire que pour faire la restauration, il faut quand même aller à chercher à restaurer une structure profonde. Et c'est là où, en fait, il y a un besoin de réintroduire du gros bois. Alors, ça donne quoi? Bah là, c'est quelques exemples des arbres entiers qui sont fixés, peut-être avec des pieux ou d'autres méthodes. Là, c'est des exemples qu'on a fait pendant la formation, qu'on a fait en mois d'octobre. Et puis, en fait, voilà, on va quand même venir à amener, installer des gros bouts de bois, les arbres entiers si possible, et puis les stabiliser. Alors, jusqu'à maintenant, je crois qu'il y en a entre vous qui dites, alors, Mike, attendez, c'est quand même dangereux le bois, en fait, il y a du risque. Alors, et on ne peut pas juste mettre du bois et le laisser évoluer naturellement. Et c'est tout à fait normal, oui, il y a du risque. Alors,
souvent, on regarde ce risque sans se poser trop de questions. On dit oui, il y a du risque, et puis en fait, on enlève le bois sans aller plus loin. Alors, là, c'est ce que je vous invite à faire, ce qui vous intéresse à ce sujet, c'est de poser plus de questions, justement. Alors, c'est quoi le risque exactement? C'est où ce risque et pour qui, en fait, qui est à risque? Est-ce que c'est les navigateurs? Est-ce que c'est les habitations? Est-ce que c'est d'autres riverains? Est-ce que c'est les espèces animales ou autres? Alors, c'est quand? Est-ce que c'est pendant le Q10? Est-ce que c'est pendant une grosse crue? Et est-ce qu'il y a de l'infrastructure en fait impliquée qui pourrait peut-être être aussi une cause? Donc, il y a plein de questions à se poser. Et puis, je vous réfère à ces différentes références ici, encore sur le guide qu'on a déjà vu de l'INRAE. Il y a une présentation justement de Guillaume Piton là, que je vous encourage vraiment à partager et puis à visionner, qui regarde avec beaucoup plus de rigueur et en fait nous permet de diffuser des mythes associés au risque du bois en rivière. Alors le gros bois, c'est quoi le gros bois? C'est vrai que en fait c'est pas très clair, en fait, le petit bois, le gros bois. On peut dire que la taille est très variable, mais c'est à partir d'un mètre, 1,50 m de longueur, peut-être 10 à 30 centimètres de diamètre. Et en fait, ça peut s'installer soit à la main, soit avec des engins. Là, à la main, on est capable d'utiliser des outils manuels pour faire tomber les arbres et les enchevêtrer en cours d'eau. Et là, c'est des solutions assez raisonnables au niveau de coût, qui sont avantageux dans les endroits où qui sont difficiles à accéder et qu'en fait nécessitent beaucoup moins de conception en avant pour se mettre en œuvre. Alors, on a aussi des chantiers qui sont, voilà, où on va utiliser des arbres entiers, des dimensions de 30 à 80 centimètres de diamètre du tronc, ou bien des racines qui font 2-3 mètres de large en diamètre, et qu'on les installe directement dans le lit ou dans les berges avec des techniques de fixation. Donc, avec ces éléments-là, on va être amené à faire ça dans des systèmes qui sont adaptés. C'est-à-dire que euh, le, les, le bois qui est plus petit et les projets qui l'installent devraient être adaptés au dimensionnement du système. Donc, en fait, à un moment, si les rivières sont plus larges que les arbres sont hauts, il va falloir réfléchir plus aux risques et de mettre un peu plus de temps à analyser et se concentrer sur la conception du projet. Alors, il y a des guides qui nous permettent à avancer sur ces projets-là. Il y a deux guides qui sont très, très neufs, là, comme je dis, le guide terrain, là, hop, pardon, qui, euh, qui est sorti il y a quelques semaines, qui est une guide de poche et est focalisé plus sur ce qui est low-tech, donc ce qui est manuel. Et donc, en fait, généralement, sur les petits systèmes avec plutôt du petit bois. Et puis, un guide qui est sorti du gouvernement suisse, juste là, qui a été traduit en français, là, juste depuis quelques semaines aussi, qui va plus loin dans tout ce qui est vraiment gros bois et qui, en fait, je connais pas encore, comme il est tout neuf, mais qui a l'air de fournir plein de schémas, plein de différents, voilà, euh, d'informations qui nous guident dans la mise en place de ces genres de projets. Donc, je vous invite apparemment d'aller aller regarder ces ressources. Alors, ces guides-là, ils sont des guides de terrain. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas venir vous apporter des connaissances du niveau d'ingénierie et d'analyse technique. Et donc, en fait, pour l'instant, en français, il n'y a pas de guide qui apporte ces connaissances
Mais il y a des guides qui datent de maintenant 2014, 2016 des États-Unis, du gouvernement fédéral, qui, euh, qui nous aident à aller plus loin dans l'analyse et dans la conception. Et donc, sur les projets où les dimensions sont plus gros et il y a des risques à prendre en considération, où il y a un besoin de minimiser l'incertitude associée à ces projets, ou même quand il y a une perception de risque, il y a une demande d'aborder ces questions de risque et de certitude, ces guides-là peuvent être intéressants. Et donc, en fait, c'est pour ça aussi qu'on fait une formation. Cette année, on a fait 2 formations, une fois à Saumur et puis deuxième fois dans l'Ain, où on va justement aborder ces questions d'approfondissement technique, où on va aller faire une démonstration de chantier et puis on va passer sur tous les sujets qui permettent à un bureau d'études, à un maître d'ouvrage de comprendre le niveau nécessaire d'analyse associé au risque et puis d'analyser le risque, l'état du terrain et toutes ces questions techniques nécessaires pour mettre en œuvre un projet voilà, qui fonctionne bien et qui en fait, qu'on peut faire en étant à l'aise avec le risque associé. Alors, on passe aux matériaux. Et en fait, je vais expliquer un peu des différents types de matériaux qu'on peut utiliser, des méthodes de fixation, et par la suite, on va regarder quelques exemples de projets. Donc, dans l'idéal, on a des arbres entiers et on les installe, on les couche dans des berges à côté, mais c'est pas toujours le cas qu'on a des arbres sur les berges qu'on peut sacrifier pour cet intérêt. Parce que, bien sûr, comme j'ai dit, c'est important que les arbres soient là pour continuer à fournir et alimenter le système en bois dans l'avenir. Alors, donc, sur les projets où on ne peut pas utiliser des arbres entiers et on est obligé de transporter des matériaux, il y a certains éléments, des unités de construction qui sont très régulièrement mises à disposition. Donc, il y a des souches avec les troncs attachés, des pieux, des grumes et puis des broussailles. Et en fait, ce qu'on peut imaginer, c'est que si on met tout ça ensemble, on a un arbre, mais qui est un peu décortiqué dans ces petites pièces. Donc, en fait, pour pouvoir les déplacer et puis les installer d'une manière un peu plus, avec un peu plus de certitude, on décortique plutôt dans ces différentes pièces. Donc, les pieux, on les connaît à toutes les tailles, hein. Bah, les pieux, on les utilise dans les champs pour les vignes. Là, en fait, on a aussi un outil qui est parmi les meilleurs en fait dans la fixation du bois mort. On peut les creuser, on peut les battre, et puis ça nous permet la capacité de renforcer une structure latéralement, et puis si on les met un peu à un angle, aussi verticalement. Donc, c'est-à-dire de résister les forces horizontales et puis verticales, soit la force de flottaison. Des souches avec tronc, c'est quand même un élément essentiel. Pourquoi? Parce que en fait, on a un élément de rugosité hydraulique qui est attaché à un élément qu'on peut stabiliser. Alors, on trouve souvent en France des souches sans tronc et on essaye de faire ce qu'on peut avec, mais j'encourage toujours les gens à éviter de découper les souches si possible parce que ça nous permet de les utiliser d'une manière qui est plus stable. Donc, par rapport à la fixation, on a plusieurs options, mais la meilleure option, parce qu'on est en train d'utiliser les matériaux locaux, c'est les stages avec de la terre, avec des blocs, où on voit en bas à droite, par exemple, créer une tranche, poser le tronc de la souche dedans, et puis recompacter de la terre, peut-être même poser les blocs, ce qu'on voit dans le schéma ici en haut à gauche.
poser des blocs pour le lestage de ces éléments. Alors, il y a aussi l'option de fixation mécanique. On ne peut pas utiliser la forme et les matériaux locaux. On peut aussi utiliser de la visserie ou bien des encres géotechniques. Euh, à gauche, là, on voit quelqu'un, voilà, un ouvrier qui perce des souches, des grumes pour insérer après euh, des barres à fer. Et puis, on peut même utiliser du bar fileté avec des boulons dessus, ce qu'on voit en bas à gauche. Euh, si s'il y a une demande, s'il y a un besoin par rapport à la stabilisation qu'on cherche, parce que il y a des endroits où on va pouvoir laisser le bois évoluer naturellement, et puis peut-être on va permettre ce qu'on peut appeler un équilibre dynamique, où il y a un ajustement avec le temps. Mais il y a des endroits où on ne peut pas permettre ça, et même des fois, il y a des clients qui ne veulent pas voir le bois qu'ils ont acheté pour installer, le voir partir, en fait. Donc, il y a aussi la question de la perception du risque. En fait, si des fois, on ne peut pas rassurer nos maîtres d'œuvre ou nos riverains avec ces techniques, d'ajouter un peu de visserie nous permet de leur rassurer un peu plus, d'avoir un côté, un aspect un peu plus aménagé de ces projets. Alors, ce mouvement de bois, je reviens à ça pour un moment, juste pour parler du fait que oui, on va chercher un niveau de fixation et c'est relatif aux objectifs du projet, mais ces ouvrages ne sont pas seuls dans l'intention de les installer, c'est-à-dire qu'on les installe, mais pour interagir avec le flux du système. C'est ce qui va arriver des sédiments et du bois, de débris dans un amont. Et puis, en fait, pour qu'il y a une sorte de structure dans le système qui s'installe plus fortement. Alors, donc, vous amène, ça nous amène à des projets exemples. Là, j'ai deux projets à vous présenter. Il y a un premier qui est focalisé sur la restauration d'habitat des saumons, qui est localisé en Oregon. Donc là, sur la carte, on voit le coin nord-ouest de l'État de l'Oregon, le fleuve Columbia, là, qui trace entre l'État de Washington, juste au nord. Et puis, on peut voir où les saumons arrivent de la mer, de l'océan, et puis montent jusqu'à cet endroit-là, dans le Clackamas River. À cet endroit, en fait, à cette hauteur dans le bassin, les saumons vont pouvoir venir frayer et aussi donc passer leur temps d'élevage des premiers deux ans de leur vie. Et donc, c'est des endroits essentiels dans l'évolution de leur vie, de pouvoir avoir de l'espace pour se réfugier contre la prédation et des crues. Et puis de se nourrir et d'avoir les endroits où ils peuvent se cacher, vivre tranquillement. Alors, là, c'est le tronçon du projet. Le bleu, c'est le niveau d'eau à Q2. Et puis le bleu clair, c'est le niveau d'eau au Q100. Et on va aller chercher à installer du bois par rapport à ces différentes limites. Donc, on souhaite que le bois, généralement, le mouiller le plus de temps possible pour que les espèces ont accès directement à ces avantages, les avantages qu'il offre. Et en même temps, on peut imaginer qu'il y a un intérêt d'avoir du bois dans la plaine inondable. Donc, il y a aussi des éléments qui sont placés plus haut. Alors, ça, c'est un peu le plan général et on peut voir que sur ce projet, le plan donne un tableau en fait qui explique les différentes structures, combien de souches, combien de grumes et combien de pieux dans chaque structure, où il est localisé et si c'est en rive droite ou en rive gauche. Juste pour donner une idée de comment mettre
créer un plan de ce sorte de projet avec de la précision. Alors, il y a deux sortes de structures qui sont précisées. Il y a plusieurs, mais en fait, il y a deux qui ont été réutilisés plusieurs fois. Il y a cet ouvrage ici, et puis un deuxième voilà, qui est similaire, mais un peu différent. Donc, je reviens au premier pour expliquer que la différence entre celui-ci et l'autre, c'est que en fait, le bois est entranché, est enterré dans les berges. Et donc, en fait, cet ouvrage-là était mis en place à des endroits où la berge était assez haut pour pouvoir installer le bois et puis le lester avec la terre et des blocs. Il y a aussi des pieux qui sont associés. Et puis, en fait, en bas à droite, on voit aussi qu'il y a des arbres sur la berge qui sont utilisés aussi pour stabiliser la structure. Alors, cet ouvrage ici, c'est à des endroits où on peut pas, on n'a pas la hauteur de berge pour pouvoir lester le bois. Et donc, on va utiliser que des pieux et des arbres locaux. Ces arbres-là, cet ouvrage-là, on va le mettre plus là où il y a justement des arbres disponibles sur les berges qu'on peut utiliser pour la stabilité et que, en fait, à des endroits où on est capable d'installer des pieux. Et donc, voilà, en fait, pour vous donner une idée du produit, en fait, à cet endroit-là, on peut voir l'avant et l'après, avant en haut à gauche, et puis après, on voit qu'il y a déjà, c'est juste après l'installation du bois, donc en fait, c'est pas l'état avec l'évolution du temps et de la végétation, mais on voit quand même une complexité qui est apportée immédiatement. Et puis, donc, on avale à la confluence, pareil, avant et après, on voit à gauche que le chenal est très, très simplifié et puis à droite, qu'il y a beaucoup plus de complexité, de l'abri et de stabilisation de certaines parties euh, du système. Alors, un deuxième projet, pour finir, c'est ici, dans les Hautes-Alpes, on l'a construit il y a 2 semaines. Euh, donc, en fait, dans un milieu torrentiel où la pente, on est sur entre 5 et 10%. Et donc une puissance de cours d'eau qui est assez conséquent. Un endroit où souvent on va entendre dire que les méthodes végétales ne marchent pas et donc on les considère pas du tout comme possible option. Alors à cet endroit, il y a une digue en fait qui est fait d'une manière que personne ne peut vraiment comprendre, mais qui s'explique forcément par l'histoire qui découle, un bout de digue et puis la suite, etc. Où il y a un virgule dans la digue, en fait, qui capte vers l'amont et qui s'est fait bien lessiver, en fait, dans la dernière crue en décembre 2023, qui était conséquent. Et donc, il y a une demande de venir conforter le pied de la digue à cet endroit. Donc, en fait, pendant la crue, il y avait des interventions pour juste remblayer avec un peu des matériaux en vrac. Et un avantage aussi, c'était qu'il y a il y avait du bois sur site qui a été récupéré et mis à côté, qui est arrivé pendant la crue aussi. Et donc, en fait, avec la demande de venir conforter cette digue, on a décidé d'utiliser ce bois pour créer un semelle de protection parafouille. Et donc, on voit dans le schéma qu'il y a des souches vers l'extérieur et puis les troncs de souches qui sont enterrés en semelle, comme un radeau, en fait. Après des pieux qui sont installés juste derrière les souches. Et puis, il y a en fait, on voit en section juste derrière le pieu des troncs, des grumes qui font parafouille, en fait, qui descendent d'1,50 m en dessous du niveau du lit.
Et puis par la suite, tout est remblayé. Il y a des blocs qui sont installés sur la surface pour quand même répondre à la résistance nécessaire dans ce milieu forte, puissante. Et puis voilà, donc la succession d'installations est ainsi avec déjà une tranchée d'un mètre cinquante qui descend en dessous du niveau du lit. Après, les troncs qui sont mis en travers avec des bouts de 10 mètres de long, le plus long possible. Après, les souches qui sont posées dessus pour retenir, d'un côté, retenir ce parafouille verticalement. Et puis, par la suite, il y a, il y a des pieux qui sont installés pour retenir au niveau horizontal aussi la parafouille. Puis, remblayé, en bas à gauche, les blocs sont posés. Après, à droite, on a quand même remblayé entre les blocs avec de la terre mélangée un peu gravat local et de la terre végétale. Et on a planté avec du sol. Donc, le résultat final, avant et après, où donc dans le fonction de cette parafouille, le bois va résister et diffuser des forces hydrauliques qui arrivent sur la face de la structure et en même temps qui vont, en fait, avec les pieux, retenir, si jamais l'eau passe au-dessus de la structure qui arrive de la gauche dans la photo, qui vont pouvoir retenir tous les matériaux, les blocs, tout qui va vouloir sortir et repartir. Donc, il y a un double avantage, la diffusion des forces hydrauliques et aussi une retention des matériaux minéraux qui pourraient vouloir partir après. Alors, il y avait des petits ouvrages de plus en aval, juste en aval. Il y a un endroit où la digue le pied de la digue est bien exposé et en fait le lit s'incise bien en fait à cet endroit et qu'il y avait une demande de protéger cet espace-là. Alors la demande était plutôt de poser des blocs, mais on avait tellement de bois et des solutions avec le bois qui apporterait beaucoup plus aussi au milieu. Donc, on a installé des embâcles artificiels. On peut voir en haut à gauche les deux embâcles, et puis qui sont justement installés dans la berge. Il y a aussi en bas, en haut à droite, on voit il y a quelques petits pieux là qui vont résister aux forces vers l'aval. Et puis voilà, enfin, il y a une rugosité ici avec l'idée qu'avec le temps, on peut laisser la rivière faire le travail de recharger le dit et puis peut-être venir exaucer avec les eaux plus ralenties avoir un effet de protection du pied de la digue. Et voilà, donc je vous remercie pour votre temps et puis j'ai hâte d'entendre vos questions et ce que vous avez à contribuer à la discussion.